supervision du ministère qui donnerait encore 10%, ça ferait 20%. Et maintenant, le reste, 80%, on interrogerait les enfants, un truc par jour sur une matière, vous allez voir que ça va être relevé. On donne l'espace, on ne peut pas... Bon, anyway, c'est comme ça. Autre facteur, je pense, c'est que au-delà du fait que les parents n'ont plus les moyens aujourd'hui, les établissements, les enseignants ne sont pas payés, viennent. Il y a est-ce que nos jeunes enfants au Cameroun aussi étudient comme nous étudions à l'époque? On était vraiment concentrés. Les gens étudiaient beaucoup. Les gens étudiaient. Vous avez, quand je vois aujourd'hui comment le mépris que les autorités camerounaises pour des quartiers comme New Bell, on voyait comment à New Bell, les gens étudiaient sous le lampadaire. Les gens étudiaient beaucoup. Hein? Étudiaient. Bonsoir, Solange. Il se dit que le Conseil national d'éducation ne s'est pas réuni depuis 1982. Des générations entières se retrouvent broyées de douleur. Ben voilà, c'est ça. Il y a tout un problème là. On a les problèmes des réseaux sociaux, l'accès aux réseaux, les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment un grand problème chez nous. Hein, franchement, les enfants passent la journée à faire des vidéos TikTok, à faire des vidéos TikTok. Ils n'étudient plus, à regarder les séries télévisées, ils n'étudient plus. Il n'y a pas vraiment, je dis, ça fait vraiment problème. Les séries télévisées, ils n'étudient plus. Vous avez la démission des parents. Hein, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, Cynthia. Vous avez les réseaux sociaux. Les enfants passent la journée à faire les vidéos TikTok, à faire les vidéos. Et vous avez vu, je ne sais pas, je partage ça souvent sur mon mur. Malheureusement, quand je partage, ça fait l'objet des attaques. Ici aux États-Unis, les sénateurs, d'ailleurs, c'est notre sénateur ici, Dick Durbin, c'est lui qui avait commencé ça. Il a fait venir les gens de TikTok, etc. Avant ça, ils avaient fait venir les gens de Facebook. Ils ont poussé Facebook à amender ses algorithmes énormément ici aux États-Unis parce qu'ils avaient des algorithmes qui créaient une addiction chez les enfants. Ils ont amendé les algorithmes aux États-Unis, mais ils n'ont pas amendé en Afrique. Vous avez vu quelle commission se réunit au Cameroun ou en Afrique ou en CEMAC, faire venir les patrons de Facebook parce qu'ils ont des algorithmes. Je veux parler dans les détails ici là. Ils ont une manière de mettre leurs algorithmes de manière que quand les enfants qui ne sont pas des adultes se jettent là-dedans, ça crée une addiction. L'enfant ne peut plus se passer de Facebook. Il veut ça tous les 5 minutes. Même quand il est en classe, quand vous savez, addiction, ça veut dire que ça devient comme une drogue. Qu'est-ce qu'on a fait dans notre pays là pour que voilà, on parvienne à régler ces problèmes-là? Rien n'a été fait. Donc, ça pose un problème avec les réseaux sociaux. Hein, les TikTok, les Facebook et d'autres pages. Je pense qu'il est temps que dans notre pays, on regarde ça. Par exemple, qu'on trouve la possibilité d'interdire à tout enfant mineur la possibilité, c'est-à-dire que les opérateurs puissent désactiver une puce dont ils ont la plainte, par exemple d'une école, que la puce là, c'est un téléphone retrouvé entre les mains d'un enfant et que l'enfant utilise ça pour faire les vidéos TikTok. Ils peuvent se plaindre sur l'opérateur et l'opérateur désactive totalement la puce. Elle se désactive. Si l'enfant a pris le téléphone du parent, le parent perd sa ligne téléphonique. Ça, c'est les décisions qui devaient être prises. On a un parlement, on a un Sénat, je ne sais pas à quoi il sert. Parce qu'il y a un effet, si vous voyez qu'ici aux États-Unis, on a fait venir le patron de TikTok, de Facebook, de tout ça, pour les entendre et leur demander de réguler les algorithmes, c'est parce qu'il y a un problème. Il y a des psychologues, il y a des médecins, il y a des psychiatres qui ont planché, qui ont constaté que toutes ces choses-là, ça a un effet sur les enfants. Les enfants ont abandonné les cahiers et tout, les études, ils n'étudient plus pour aller se jeter là-dedans. Ils sont dans l'Instagram, etc., etc., etc. Notre gouvernement ne fait rien là-dessus. Il y a la démission des parents. Comme j'ai dit, la vie est devenue dure. La vie est vraiment devenue dure dans notre pays. Hein, quand je vois les gens, il y a des gens que vraiment, d'ailleurs, je commence à les enlever de ma liste d'amis ou les bloquer. Parce que quand quelqu'un vient se mettre sur Facebook, dit que le taux de chômage au Cameroun, c'est 3%. Bon, c'est une grande moquerie quand même de dire que le taux de chômage au Cameroun est de 3%. Le taux de chômage au Cameroun n'est pas de 3%. Quelqu'un qui a une occupation
Quelqu'un qui vend la friperie n'a pas un travail, n'a pas un emploi, même s'il a l'impôt libératoire, ce n'est pas un travail, ça. Qui accouche son enfant pour qu'il a vendu la friperie avec l'impôt libératoire? Il n'y a pas des emplois. Donc, ce n'est pas comme à l'époque, nous avons connu, il y avait des emplois. Je le dis toujours aux gens. Vous prenez Douala, ce qu'on appelle Douala Bassala, tout ça, c'était des entreprises. Partout là, c'était les industries. Les gens prenaient le bus, ils venaient d'Edo, de Bepanda, de Newbel pour aller travailler dans ces zones industrielles-là. Aujourd'hui, ça devient un endroit surpeuplé. Donc, les parents n'ont pas le temps parce que quand ils sortent le matin pour aller travailler, je dis ça, il ne faut pas que les Camerounais prennent ça que je dis là à la légère. Ça m'est arrivé un jour avec une amie, Nadège, et on voyageait pour aller à Bamenda et on devait prendre le bus de garantie. Et il y a un père qui m'a présenté 2 très belles paires de chaussures en me disant, voilà, les paires de chaussures. Je lui ai dit, c'est combien? Je disais ça juste pourri. Il a dit que c'est 25 000, ça fait 50 000. Et vraiment, ça valait le prix, 50 000. Et je lui ai dit, non, je n'ai pas l'argent, j'ai 10 000. Donc, il faut laisser, ce sera une autre fois. Le père est parti, il a fait le tour. Donc, on attendait que le bus parte à 22 heures. Il est revenu 15 minutes après, il me dit que bon, vraiment, donne-moi 30 000 pour les 2 paires de chaussures, je te donne ça. Il dit vraiment, je n'ai pas l'argent, j'ai 10 000. Il a fait le tour, il est revenu 30 minutes après, il a dit donne-moi 20 000. J'ai dit non, je vous dis vraiment que je n'ai pas l'argent. Si j'avais, je l'allais payer. Quand on a commencé à vouloir charger le bus, il est venu, il dit que non, donne-moi les 10 000 là, je te donne les 2 paires de chaussures. Et il s'est mis à pleurer. Et les 10 000 étaient dans les mains de Nadège. Donc, il a dit c'est quoi? Il dit que comme on voit là, il est calé à la gare routière de Bonabéry depuis aujourd'hui 1 semaine. Il n'arrive pas à rentrer chez lui parce qu'il ne sait pas comment il va nourrir ses enfants. Il faut au moins 2 000 pour qu'on mette la banane avec les rachides et le mbunga au feu. Il n'a même pas l'argent du transport pour allier Bepanda d'où il vient. Il est calé ici à la gare routière. Il est venu avec les chaussures. Il n'a même pas vendu une paire. Donc, si on prend les 2 paires là, il porte son sac de chaussures, il rentre lui à Bepanda, il ne revient plus à Bonabéry. Parce qu'il croyait que les gens qui payent pour aller à l'ouest vont pouvoir payer. Il va chercher à aller vers un autre endroit. Elle a jeté les 10 000 francs là, il a emballé les 2 paires de chaussures là. Donc, en rentrant de Bamenda, on s'est arrêté à Bouddha, j'ai donné ça à des hommes. Donc, c'est que vous pensez qu'un père comme ça là, qui est calé 1 semaine à Bonabéry, il se lave à la laverie là. C'est-à-dire le matin, il se lave, il se débarbouille à la laverie là, il dort dans les... Quand les bus sont tout partis, il dort dans un coin là à la gare routière de chez Garantie. Vous croyez qu'un monsieur comme ça, il n'a pas les enfants et il vous dit qu'il a 7 enfants. Les enfants là vont certainement à l'école. À quelle heure ils regardent leurs devoirs? Il ne vit pas, il survit. C'est la conséquence de tout ça qui impacte les résultats. Mais on peut dire que le fait majeur, c'est la grève des enseignants, OTS. On a tout supporté. Vous avez aussi un facteur qui est non négligeable, c'est les débits de boissons près des lycées. Hein? Moi, jusque-là, je ne connaissais pas ce qu'on appelle le kior. C'est quelqu'un qui m'a dit ce qu'on appelle le kior, là. Et je mesure aujourd'hui ce qu'on appelle le kior. Voilà. Cynthia dit comment pendant toute l'année les enfants ne fréquentent que l'école que pendant le 3e trimestre. C'est grave. Vous avez les débits de boissons à côté des lycées. J'ai fait tout mon enseignement secondaire au lycée La Cité-des-Palmiers, de la 6e en terminale. On avait vu, il n'y avait pas la barrière. Et il y a un monsieur Yana, c'était un militaire, il est décédé, paix à son âme. Monsieur Yana avait dit, écoutez, moi je vais construire cette barrière-là. Bon, il avait prononcé une phrase que je ne fais pas mienne, mais c'était sa phrase. J'étais là. Même s'il faut que je fasse un pacte avec le diable, je vais construire cette barrière-là. Parce que si on ne construit pas cette barrière, j'étais là avec mes parents, il avait dit si on ne construit pas cette barrière, dans 10 ans, nos enfants sont perdus. Et c'était vraiment un visionnaire. À l'époque où M. Yana disait ces propos, il n'y avait pas le marché de la Cité des Palmiers, il n'y avait pas tout ce que vous voyez autour du marché de la Cité des Palmiers. Donc, il avait construit la barrière. Bon, c'est vrai aussi qu'il y avait eu des facteurs tels que plusieurs étudiants, plusieurs élèves étaient tombés enceintes et ça s'est passé autour du lycée. Il y avait quelqu'un qui a le cafétéria là, qu'on appelait Molo. Donc, ils avaient construit la barrière.
Et quand ils ont conçu la barrière, si vous vous rendez compte aujourd'hui que les enfants peuvent fréquenter en toute sérénité, c'est à cause de la barrière. Parce que la barrière permet que les enfants suivent les cours sans être distraits dehors. Parce que quand vous sortez, vous avez au moins une vingtaine de bars. Vous retrouvez, moi j'ai déjà vu ça quand je suis au pays, des enfants assis dans les bars en tenue, en train de boire la grande Guinness. En train de boire la grande Guinness. Quelque chose qu'on n'a jamais imaginé. Moi, je n'ai pas bu une bouteille de bière avant d'avoir la licence. Je ne sais même pas. Même pas de bière. Peut-être, je me rappelle bien, un champagne. C'était chez Suleiman. Avant d'avoir la licence. Les enfants en classe de troisième, ils boivent la grande Guinness. Ils descendent 1, 2, 3 grandes Guinness. C'est grave. Les débits de boissons en tous les lycées. Il y a des mesures qu'il faut prendre. Dans tous les pays, dans ces pays, si vous ne pouvez pas vendre l'alcool aux alentours ou bien sur un campus, vous ne pouvez pas ouvrir une activité de vente d'alcool à moins d'une certaine distance d'un campus. On ne va pas vous donner la licence. Vous ne pouvez pas arriver autour d'un campus où les activités comme la chicha, la cigarette, l'alcool, on vous impose une certaine distance. Moi, je peux aller ici, là, je vous filme, je vous montre. Je peux me mettre sur un campus et je commence à marcher. Vous allez voir que j'aurais marché 2 heures avant de trouver le premier endroit où on vend l'alcool. Alors que chez nous, on sort d'un lycée, on traverse la route, il y a 8-12 bars. Ça n'a pas de sens. C'est ce qu'on appelle la politique d'urbanisation. Dans un pays, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'à côté d'un lycée ou d'un collège, vous ne pouvez pas avoir un établissement. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir un établissement qui vend l'alcool. Il y a une distance. Quand un établissement s'installe, le maire signe un arrêté qui prohibe l'ouverture, par exemple, d'un débit de boisson à moins de 2 kilomètres de part et d'autre de l'établissement. Si vous ouvrez, on ne vous donne pas la licence. Donc, par conséquent, les gens ne se bousculent pas pour venir. Les activités de vente d'alcool ne se bousculent pas. C'est d'autres activités qui se bousculent. La vente de la nourriture, la vente des boissons non alcoolisées, la vente des fournitures, etc., etc. Mais pas des débits de boissons. Mieux, vous avez des débits de boissons et ces débits de boissons-là ont des baffles et ils jouent une musique, mais grave. Vous entrez dans l'école, vous entendez, on est en train de jouer Petit Pays dehors. Oh, 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 oh. Les enfants sont en classe. Petit Pays, et Tubo, Rabarabi. Et ils sont 120. Et l'enseignant, qu'est-ce que l'enseignant peut faire? Voilà, vous avez les jeux de hasard. Les PMU, oui, vous avez les jeux de hasard. C'est vrai en plus. Vous avez les jeux de hasard à côté des établissements. Les enfants jouent au TSC. Les enfants jouent au TSC. C'est un problème. Notre école est en crise. Hein? C'est un problème. Cynthia, je voulais partager ton commentaire là, mais je ne veux pas que ça crée une grosse polémique. Je le lis quand même. Tu dis, moi je pense que les maîtres ont décidé de se payer eux-mêmes en vendant les épreuves et l'eau a coulé. Et avec l'argent, ils sont partis au Canada. Voilà. Je partage parce que je ne dis pas que c'est faux, hein, mais comme là, je n'ai pas d'évidence sous la main, je ne vais pas partager pour créer une grosse polémique. Donc, il y a la concentration en zone urbaine aussi. C'est qu'on se retrouve aujourd'hui, c'est que nous avons un phénomène. Il y a une surpopulation urbaine dans les villes de Yaoundé. Il y a une politique d'aménagement du territoire du pays, hélas. Et vous avez la surpopulation urbaine et vous avez la désertification en zone rurale et vous avez l'enclavement de la ruralité. Ceux qui veulent de quoi je parle, vous avez vu les vidéos où les gens se lèvent pour aller à Bengbis, on marche les pieds dans l'eau. Vous avez vu les vidéos pour quitter Nkonjo, arriver à Yabassi, vous avez même vu à quoi ça ressemble. Vous avez vu, c'est un désastre. Un désastre. Un vrai désastre. Un vrai désastre. Et dans ces conditions-là, avec ces désastres-là, les enfants ne parviennent pas à s'en sortir, franchement. En zone rurale, moi, j'ai vu des cousins
qui enseignait, on les avait nommés, on dit au CER de Ngalim. Il était à Bouddha, il allait en Ngalim une fois par semaine. Il enseigne là, et pour le jour de le devoir, il écrit les preuves, il dépose dans le bureau du proviseur. Le proviseur vient là, on écoute, il écrit ça au tableau. Et les enfants se démerdent comme ils peuvent. Et quand on lui envoyait les preuves, on lui faisait parvenir les preuves à Bouddha, il donnait ça à un de ses cousins là qui s'asseyait là, un autre cousin qui s'asseyait là, il corrigeait, sans même comprendre de quoi il s'agit. Et que si tu vois 2 là, tu mets 8. Tu ne vois pas, tu mets 0. Franchement, ce n'est pas avec cette école-là qu'on peut préparer l'avenir. On ne peut pas préparer l'avenir avec cette école-là. Ouais, c'est vraiment la mauvaise gouvernance. Il n'y a pas assez d'enseignants en zone rurale. Parce que comme je vous ai donné les chiffres, je vous les redonne encore. Vous allez vous-même constater que c'est en zone rurale que ça fait vraiment très mal. Vous allez vous-même constater que c'est en zone rurale. Je relis les résultats en zone rurale. Je relis les résultats en zone rurale. Vous allez vous-même constater. En zone rurale, dans les zones rurales. Donc, vous prenez la Damawa, 30%, l'Est, 28%, le Sud, 26%, l'extrême Nord, 20% et le Nord, 19%. Donc, c'est beaucoup là-bas que ça a vraiment, la moyenne est vraiment faible. La moyenne de 37% est beaucoup tirée par la zone. Or, vous voyez, là, il y a un peu d'urbanisation, ça veut dire le littoral, le centre, l'ouest et les 2 zones anglophones, le niveau est un peu relevé. Donc, il faut avouer qu'il n'y a pas assez d'enseignants en zone rurale. Je ne sais pas si les gens connaissent. Par exemple, chez nous autres à l'ouest, s'il n'y avait pas les élites, c'est qu'il n'y a pas d'école. Hein. Je vous jure. C'est pour ça que je ne suis pas souvent très dur, même avec les élites de chez nous là, qui sont dans le RDPC. Parce qu'il y a au moins une chose, ils arrivent à faire que les écoles ouvrent. Parce que si les écoles n'ouvrent pas, il y a la délinquance au village, les bandits, on te poignarde, on a vu ça en plein jour au village. Quand les établissements n'ouvrent pas là, je vous dis, les enfants deviennent délinquants, ils fument le chanvre. Ils ont des longs poignards, il fait comme ça, là, ping, 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 il a un poignard comme ça, il a un poignard, il tape comme ça, il agresse les gens. Quand il tape seulement, quand tu déposes ton téléphone portable, il ramasse. Et il ne se cache pas. Donc, il a fallu que les élites réagissent, ouvrent les écoles, que les enfants rentrent dans les écoles, et on a un problème d'enseignants. Les enseignants ne viennent pas, ce sont les élites qui se cotisent pour pouvoir faire que ces enseignants-là viennent dans les salles de classe. Donc, vraiment, les résultats du bac pour cette année ne sont pas à la hauteur des attentes, des espérances. Et je souhaitais faire cette analyse un tout petit peu. Je ne suis pas un spécialiste de l'éducation, ça je le concède. Je suis un enseignant, mais je ne suis pas un spécialiste d'éducation. En revanche, la semaine prochaine, le dimanche prochain, à 13h heure du Cameroun, à 13h heure de Washington, à 12h heure de Chicago, donc Central Time, 12h, Washington, Eastern Time, 13h, donc il sera 20h en France, 19h au Cameroun. Je recevrai le professeur Welle. Le professeur Welle, c'est un enseignant, c'est un professeur, il est d'abord professeur au Cameroun et il est professeur aux États-Unis. Non seulement il est professeur, il est un grand consultant pour l'administration fédérale aux États-Unis. Il est nanti de 2 licences. Ça, les Camerounais sont forts. Hein. 2 licences, 2 masters et 2 doctorats, donc dual PhD. Dual PhD en éducation, en innovation, en sciences de l'innovation. Donc, le professeur Welle viendra et on va parler de l'éducation, du système éducatif au Cameroun. On va parler, analyser l'échec, hein, les résultats, le taux élevé d'échec donc pour le baccalauréat 2004 et on va parler de ce qu'il faut faire. Du coup, ça nous fait décaler un peu le direct qu'on avait prévu avec notre frère Jean-Pierre Dupont. On fera ça la semaine d'après. On recevra le professeur Welle pour après. Donc, c'est ça. Lui, c'est un spécialiste et je pense qu'il nous donnera beaucoup plus d'analyse technique pour que nous puissions comprendre exactement ce qui s'est passé. Black Toctan a dit probablement aussi un problème de moralité. À quoi bon travailler dur quand ceux qui sont présentés comme élites à succès ne sont que des exemples de contre-valeurs? Voilà, ça aussi, c'est ça un problème. Voilà, c'est ça un problème. Vous voyez, les enfants, un enfant va voir quelqu'un qui a eu le bac Tchad. Il entre à l'ENAM, il sort inspecteur des douanes, alors que lui a eu le bac avec mention. Moi, je peux le dire.
tous les camarades de classe que je connais, que moi j'ai vu, qui étaient dans les 5 premiers des classes terminales. C'était un désastre. Je n'en connais pas 3 qui se sont hissés à un niveau. Tant qu'au lycée, ils ne venaient même pas inspecteur de douane, magistrat, il y a un problème. Et ça casse la motivation des jeunes enfants à apprendre, à fournir les efforts pour pouvoir se hisser là-haut et on en paye le prix. Voilà. Bravo à nos élites bamileke pour les écoles qui construisent et beaucoup d'autres choses. L'État ne fait rien. Ça, c'est vrai. Ce qui sauve encore la région de l'Ouest, vraiment, je peux le dire, ce sont les élites là. Parce que s'ils n'étaient pas là, vraiment, ce serait un désastre. Parce que quand on voyait les écoles au village, c'est eux. Tous les professeurs au village, là, ce sont des contractuels. Ça veut dire que tous les professeurs, là, c'est eux qui partent en ville chercher les gens, les ramener, mettre les salaires à 250 000. Quand ils font les tontines, comme je vois les gens disent qu'ils vont taxer les tontines, quand ils font les tontines, les produits d'achat des cagnottes, là, c'est ça qu'on reverse aux écoles pour faire dans le social. Et donc, les écoles prennent ça, le proviseur prend ça, avec l'association des parents d'élèves, les élus lui donnent peut-être 4 millions tous les mois, et puis il assure le paiement des salaires des enseignants. Et jusqu'à la fin de l'année. Donc, calculez vous-même 10 mois, par exemple, dont les élus versent 40 millions. Et pour la rentrée scolaire, c'est encore les mêmes élus qui viennent là-bas, versent peut-être 20 millions pour le paquet minimum, débroussailler, arranger à petit pour que l'école reprenne. C'est grave, hein? C'est grave. Bon, on dirait que ça arrête là. Donc, faites un geste et je remercie ceux qui ont fait un don sur notre cagnotte PayPal. Je vous remercie énormément. Je ne vais pas citer les noms des gens là, mais ils se reconnaîtront tous. J'invite chacun à faire un don. Vous allez voir que dans les jours qui viennent, notre chaîne va beaucoup changer, ça va s'accélérer. On a l'intention de bâtir vraiment une chaîne qui va être vraiment la chaîne du savoir, surtout dans l'économie, le business, les affaires, etc., etc. Il y aura beaucoup de choses à vous montrer sur la chaîne, beaucoup de vidéos. Hein? Si les Bloomberg font aujourd'hui 230 000 vidéos, les Europe 1 font 400 000 vidéos, nous avons le potentiel pour faire pareil et nous allons le faire. Donc, on compte simplement sur votre soutien. Voilà. Donc, cette vidéo, vous pourrez la regarder après coup. Elle sera disponible sur notre chaîne en vidéo en format de 10-15 minutes pour que ceux qui n'ont pas la connectivité pour regarder toute une heure et plus puissent le regarder par partie. Voilà. Ça aussi, ça permet de tenir compte des réclamations de tous ceux qui nous suivent et de notre audience. Voilà. Si tu penses que tu vas me gêner avec ça, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je partage ton commentaire pour te montrer que je suis un démocrate dans mon ADN. Voilà. Je partage pour te montrer que je suis un démocrate dans l'ADN. Ok. Je partage encore le deuxième pour te montrer que je suis un démocrate dans l'ADN. Voilà. Et que je m'accommode de ceux qui ne pensent pas comme moi. Je ne les insulte pas, je ne les attaque pas, je ne les blâme pas. Voilà. C'est le débat et rien que le débat. Je vous remercie. Comme je vous ai dit, vraiment, je suis pris de coup avec la décision de Joe Biden de se retirer. Là, il va falloir que je passe quelques coups de fil et puis qu'il faut que je sorte pour arriver en ville, au moins pour aller au QG, voir ce qui se passe. Vraiment, on est pris de coup là. Et vous allez suivre tout au long de la semaine l'explication des concepts pour la création du système monétaire de l'AES. On va d'abord clarifier les concepts. Qu'est-ce que c'est qu'un système monétaire? Qu'est-ce que c'est qu'une monnaie? Qu'est-ce que c'est qu'une banque centrale? Qu'est-ce que c'est que les banques commerciales? Qu'est-ce que c'est que les institutions privées qui gouvernent la monnaie? Les institutions publiques qui gouvernent la monnaie, etc. et leur rôle, etc., etc., etc. Donc, on va expliquer tout ça là. On va faire des petites vidéos capsules de 5-10 minutes, etc. que vous allez pouvoir regarder en direct. Et les semaines d'après, le week-end, nous allons travailler pour pouvoir, voilà, faire, voilà. Ouais, c'est ce que je dis de Black Top Channel. Nous allons commencer à travailler dessus. Ça va commencer demain lundi. Nous allons poster les vidéos
pour expliquer d'abord les concepts. Parce que si j'explique, permettez rapidement que j'y aille. Vous ne pouvez pas, il y a beaucoup de choses là que je vois sur la toile souvent. On dit, ah, le franc CFA est fabriqué à Chamalières. Le franc CFA, ça c'est le billet de banque, ça. Voilà, le billet de banque. Ce n'est pas ça un système monétaire. Un système monétaire, c'est un ensemble d'institutions publiques, privées, de règles, comme on dit en anglais, set of rules, hein, de traités, de lois, de conventions, etc., qui gouvernent la circulation de la monnaie. Voilà, hein, la circulation de la monnaie. Il faut qu'on explique ce que c'est que la création monétaire. Il y a tellement de confusion et c'est parce qu'il y a tellement de confusion que les gens ne comprennent pas. Voilà. Il faut qu'on explique ce que c'est que l'économie. Je vois des calculateurs en disant, ben, est-ce que la RS va sortir? Ne voilà toujours dans l'UMOA. Mais non. Quand vous les voyez relancer l'agriculture, ils ne se préparent à sortir. Parce que si vous avez une économie extravertie, vous importez toute la nourriture pour nourrir vos populations, vous dépendez de l'énergie qui est importée, vous dépendez des matériaux de construction importés. Si vous sortez, ça fait problème. Vous allez trouver les devises où? Or, si vous avez réglé ces problèmes-là de manière que vous êtes autosuffisant, vous arrivez à produire vous-même ces biens-là, et donc vous gardez vos devises par devant vous, vous sortez parce que vous aurez des réserves qui vont s'accroître. Donc, on parlera de tout ça. Mais je voulais d'abord bien expliquer les concepts, au moins une dizaine ou une douzaine de concepts, pour que les gens comprennent bien avant qu'on fasse un direct. Sinon, ça va dans tous les sens. Et pendant le direct, s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas, on va le renvoyer au concept et il va aller regarder les concepts. Comme ça, ça nous permet d'aller dans le développement de la technicité de la gestion monétaire. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, merci bien. Je sais que vous étiez très nombreux à regarder le direct aujourd'hui sur nos 3 plateformes. Je vous remercie sincèrement. Je vous souhaite à tous et à tous de passer une bonne semaine et un bon week-end. À nous revoir lundi matin. Merci. Bye.